Bonjour, bienvenue dans le ZCL News. Aujourd'hui, nous allons recevoir plusieurs invités, dont Nadia Salced, qui est assistante du service social. Bonjour. Bonjour. Et Madame Agnès Voussemer, conseillère en économie sociale et solidaire. Donc, vous allez nous parler du lancement de la campagne Vacances, donc l'aide aux familles pour les vacances. Donc, nouvelle opportunité pour les familles de partir en vacances avec leur famille, avec leurs enfants. On revient sur ce sujet tout à l'heure. On va recevoir aussi Peggy Lauferne, Charles Aidante et Agnès Vasseur, qui est présidente de l'association KZ Aidante. Ils vont parler de véhicules adaptés. Il sera aussi question avec monsieur maître Christophe Levévac, avocat au barreau de Paris. On reviendra sur cette confirmation auprès de la Cour administrative d'appel de Paris de la responsabilité de l'État concernant le chlordécone. Avec Winnie Kaona, auteure, compositrice et interprète, il sera question des trophées de la Biguine, donc Monde de Rivel, café littéraire qui aura lieu le 14 mars. Au niveau de l'actualité, on va revenir sur une réunion faite au quartier, donc une réunion de quartier faite à Sainte-Anne, une façon d'échanger avec les habitants sur les problématiques et les projets en cours. On reviendra sur une conférence sur la pensée dans le système managérial, donc conférence qui permet de questionner sur les modèles de gestion adaptés à notre culture. Il sera aussi question du lancement de la semaine des mathématiques, un événement qui vise à rendre accessible et attrayante cette discipline, et on reviendra sur une sensibilisation faite pour les greffes d'organes. Voilà pour l'actualité. On va développer le premier sujet, donc réunion de quartier sur Sainte-Anne. C'était l'occasion d'échanger, un moment privilégié entre les habitants et les élus locaux, permis d'aborder les préoccupations des citoyens, notamment en termes d'urbanisme, de sécurité et de cadre de vie. On voit un reportage de Michel Depape. Nous avons tenu cette réunion de ce soir dans le cadre du comité de quartier institutionnel. C'est je dirais, une commission qui fonctionne. Nous sommes à la deuxième réunion de quartier. Pourquoi? Parce que l'institution veut qu'on ait des adjoints élus, délégués comité de quartier, adjoints des quartiers. Et donc, c'est le quartier du centre qui englobe le bourg de Sainte-Anne et sa périphérie. Donc, ce qui fait que c'est important de communiquer dans le cadre de la relation que nous avons entre l'intercommunalité et la ville de Sainte-Anne et les institutions qui nous encadrent, qui veut dire le Sinoval, le syndicat eau et assainissement, le syndicat mixte d'électricité de Guadeloupe, et évidemment le SMT, syndicat mixte des transports. Des fois, la population ne connaît pas l'articulation qu'il y a entre ces institutions. Le maire, certes, a des compétences, mais force est de constater, pas mal de compétences ont été transférées à ces syndicats. Les échanges de ce soir étaient très importants pour nous, puisque ça rentre dans le droit fil des missions du SNOVAL, expliquer à la population nos missions, puisqu'on a un syndicat qui est relativement jeune, créé il y a à peine 3 ans. Donc l'idée pour nous, c'est de porter cette information au plus grand nombre, donc aux habitants, et leur expliquer un petit peu les enjeux du territoire en matière de la politique de gestion des déchets. C'est le but de la manœuvre pour expliquer à la population la relation que nous avons avec ces institutions. Bien évidemment, il y a aussi l'organisation au sein des quartiers, singulièrement du bourg. Le bourg, nous sommes, je dirais, inscrits dans les petites villes de demain. Nous avons un certain nombre de projets dans le bourg de Sainte-Anne, l'assainissement, la RHI, le port de Galba, l'école mix 1, mix 2 qui sera transférée bientôt à Paris-le-Gissac. Tous ces éléments doivent être expliqués à la population. Voilà, donc une réunion qui a permis d'éclaircir plusieurs points. On va commencer notre chronique CAF, la ACAS Azote. On lance le générique et on revient avec ces dames qui vont nous parler des aides aux vacances famille. À tout de suite.
Alors, nous allons parler donc des vacances qui restent vraiment un moment privilégié de partage, de ressourcement pour de nombreuses familles et c'est parfois un luxe difficilement accessible, on va dire. Et pour favoriser donc l'accès aux loisirs et au repos, donc la CAF a mis en place ou renouvelle un dispositif donc, qui s'appelle Aide aux vacances famille. Vous allez nous parler de ce projet, donc comment en bénéficier, les conditions, comment faire la demande. Déjà, on va commencer par tout simplement parler des objectifs de cette aide pour commencer. Bonjour. Oui, bonjour. Donc effectivement, lors de la signature de la Convention d'objectifs et de gestion de la CAF qu'elle a signée en 2023, elle a donc réaffirmé son soutien aux familles avec deux objectifs généraux. Donc surtout soutenir la fonction parentale au travers de différents dispositifs aux vacances familiales et également aider à concilier donc pour ces familles allocataires vie professionnelle, vie familiale, vie sociale. Donc en favorisant les départs des enfants en vacances collectives et également en soutenant les projets quant aux jeunes. Donc, dans ce cadre de politique de développement social en faveur des familles, donc la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe et de Saint-Martin propose l'aide aux vacances familles grâce à un partenariat avec des structures hôtelières donc, qui sont présentes sur l'ensemble de notre département et également dans les dépendances, puisque nous sommes soucieux de permettre justement à ces familles qui ont des revenus modestes de pouvoir partir en vacances, donc de s'évader, de prendre aussi du répit pour les parents, c'est important. Et donc ce moment donc, de vacances reste essentiel. C'est un vecteur d'épanouissement, d'équilibre, et ainsi pour toute la famille, c'est-à-dire parents et également les enfants. D'accord, donc c'est un vrai droit en fait. Oui, c'est un droit. Vacances. Et donc c'est un moment également où la famille va tisser des liens avec d'autres personnes, parce qu'elle va faire des rencontres, elle va découvrir et elle va redécouvrir aussi notre belle Guadeloupe et les différents sites peut-être qu'elle n'a jamais connus ou découverts. Donc, comment bénéficier donc, de ce dispositif Aide Vacances Famille? Donc, les familles éligibles à ce dispositif Vacances Famille ont déjà reçu une notification de droit sur leur espace personnel. D'accord. Donc, cette notification de droit leur permet de faire une réservation auprès des structures avec lesquelles nous avons déjà donc signé une convention, donc qui sont labellisées. Donc, elles peuvent appeler ces structures. La liste est sur le caf.fr. La liste est aussi sur nos nombreux partenaires comme les équipements de vie sociaux, les CECAS, et également auprès de nous, les travailleurs sociaux. Mais la famille peut déjà connaître et avoir ce listing de structures au nombre de 22. Donc, les 22 structures sont réparties sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Marie-Galante aussi. Marie-Galante et également Saint-Martin. Voilà. Saint-Martin aussi. Saint-Martin aussi. D'accord. Donc, c'est une possibilité pour les familles de Saint-Martin de profiter de ce dispositif. Elles peuvent venir en Guadeloupe, comme elles peuvent aussi rester à Saint-Martin et vivre un séjour dans les structures que nous avons déjà conventionnées. D'accord. Donc, les structures, en fait, vous les avez sélectionnées, donc ils sont partenaires, mais est-ce que c'est que l'hébergement, la partie hébergement qui est prise en charge? Alors, pour ce qui est de l'hébergement, je vais vous dire comment ça va se passer pour cette prise en charge que la CAF propose à ces familles allocataires. Donc, les familles allocataires avec enfants à charge qui ont un quotient familial égal ou inférieur à 700. Il y a donc 3 tranches de calcul. Donc, pour une famille qui a un quotient familial qui est compris entre 0 et 382, elle aura donc une prise en charge de 85% de son hébergement. D'accord. Donc, ça va lui permettre d'avoir une aide qui sera maximum de 850 €. D'accord. Ensuite, pour la deuxième tranche, entre 383 à 500, cette famille-là aura une aide à l'hébergement qui sera de 70%, soit un montant maximum de 700 €. Et pour la dernière tranche, donc de 501 à 700, elle aura donc une couverture pour son hébergement de 60%, soit maximum 600 €. Donc, quand vous parlez de ces montants-là, c'est sur l'année ou bien c'est sur une période ou comment ça se calcule?
Est-ce que c'est les 700 € par exemple, c'est pour l'année 2025 qu'ils ont droit à ce montant, ou bien c'est pour une période, par exemple, ils veulent partir en juillet ou à Pâques ou, Alors, la famille peut partir 2 fois sur cette même année. Elle va partir une première fois 3 nuitées, donc elle aura consommé ces 3 nuitées. Ensuite, elle peut partir sur une autre période de vacances pour 4 nuitées, parce que le maximum de nuitées, c'est 7. D'accord. Mais il faut savoir aussi que la famille peut partir sur un seul séjour. Donc, soit elle va partir, elle va consommer ses 7 nuitées, donc elle va partir sur un séjour, ou encore elle a la possibilité de faire 2 séjours. Mais toujours le montant maximum pris en charge sur l'année, pour répondre précisément à votre question, c'est 7 nuitées. 7 nuitées. Voilà. Pour la famille. Pour la famille. D'accord, ok. Donc en fait, il y a déjà des structures partenaires. Vous les avez sélectionnées comment, ces structures ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons lancé un appel à projet pour pouvoir sélectionner les structures. Nous les avons visitées pour voir si effectivement elles répondent bien aux conditions pour permettre aux familles de passer d'agréables séjours. Et après, donc la liste est retenue. Et il faut savoir que nous travaillons avec une plateforme nationale qui est VACAF, qui va labelliser ces structures pour permettre effectivement aux familles de partir. D'accord, donc la CAF vraiment accompagne les familles dans l'organisation de leurs vacances. Est-ce qu'il y a d'autres aides ou c'est vraiment cette aide spécifique qui est dédiée aux vacances ? C'est-à-dire que pour les familles, effectivement, il va y avoir cette aide, comme l'a précisé la collègue, avec un montant plafond, un pourcentage en fonction des ressources. Mais il faut savoir aussi que les familles ont la possibilité de formuler aussi une demande de chèque vacances. D'accord. Donc, c'est une plateforme. Ça va compléter un peu le budget, on va dire, des familles, soit pour leur permettre de payer le reste à charge, parce qu'il faut savoir qu'on ne va pas prendre en charge 100% des frais de séjour, mais il va toujours rester une participation à la charge des familles. Donc, l'obtention du chèque vacances permettra soit de pouvoir payer le complément ou encore payer tout ce qui est loisirs, parce que les vacances, c'est vraiment un tout. C'est vraiment les loisirs, c'est la restauration, c'est le transport. Donc, voilà. Donc, ça permet véritablement à la famille d'avoir une enveloppe pour pouvoir programmer ses vacances et surtout les réussir. D'accord. Et donc, les périodes de vacances concernées, c'est vacances scolaires ? Oui. Oui. Donc, oui, effectivement. Les vacances scolaires, donc, on demande justement aux familles il est important justement que ces familles-là puissent respecter la période des vacances scolaires. C'est-à-dire qu'elles peuvent partir pour les vacances de Pâques, elles peuvent partir également pour le mois de juillet ou août, et également aux vacances de la Toussaint et les vacances de Noël. Mais surtout, pour les vacances de juillet-août, les vacances estivales, comme on dit, ça sera à partir du 5 juillet, pas au 1er juillet, mais à partir du 5 juillet jusqu'au 31 août. D'accord. Donc, les familles sont invitées justement à respecter le calendrier scolaire des vacances et partir sur cette période. Donc, alors, vous avez parlé de l'application donc CAF où ils ont déjà reçu une notification. Quelle est la démarche du coup? Ils doivent valider quelque chose? Comment ça se passe? Alors, la démarche, elle est très simple en fait. Donc, toutes les familles qui ont reçu cette notification, ça veut dire qu'elles ont un droit potentiel. Donc, elles ont la liste. La collègue le précisait tout à l'heure. Donc, la liste se trouve sur tous les réseaux sociaux de la CAF, sur notre espace. Donc, la famille va consulter la liste, faire le choix de la structure et appeler simplement la structure pour pouvoir faire sa réservation. Donc, quand elle va appeler la structure, comme effectivement, nous, on a une extension de toutes les familles potentielles éligibles au dispositif, donc sur la plateforme de gestion VACAF, donc la structure va retrouver la famille et va pouvoir lui indiquer le montant global de ses frais de séjour, le montant de la participation de la CAF et bien évidemment le montant du reste à charge pour la famille. Donc tout ça est notifié, enfin vous les appelez? Lors de l'appel, c'est la famille en fait les familles elles sont autonomes. Donc c'est elle qui va pouvoir appeler la structure de son choix pour pouvoir effectuer sa réservation. D'accord. Donc alors il y a donc la procédure, c'est donc
déjà recevoir la notification, appeler la structure. Et surtout payer la différence, son reste à charge. Parce que tant que le reste à charge, en tout cas tant que les arts ne sont pas réglés par la famille, ça veut dire que le séjour ne sera pas validé. Donc pour qu'effectivement le séjour soit validé, bien, la famille doit pouvoir payer, en tout cas commencer, puisque les structures permettent aux familles de payer en plusieurs fois, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, pour que le séjour soit réservé, il faut que la famille commence à payer et surtout qu'elle ait soldé le montant de sa participation au moins 1 mois avant le démarrage de son séjour. D'accord, donc la demande de chèque vacances se fait une fois que la réservation est faite auprès de la structure. À n'importe quel moment. En fait, c'est un dispositif différent. En fait, c'est une association à code qui fonctionne pour le compte de la NCV qui organise... donc c'est parallèle, mais du coup, comme ça... Parallèle, en fait. C'est une démarche à faire pour pouvoir compléter son budget vacances. D'accord. Donc, toutes les familles vont pouvoir trouver toutes ces informations dans leur espace pour pouvoir pouvoir bien programmer. Pour s'organiser au mieux. D'accord, vous avez dit, donc tout doit être soldé 1 mois avant pour pouvoir bénéficier de la prestation dans la structure de toute façon. Tout à fait. D'accord. Alors pour terminer, on peut trouver donc la liste des structures sur le site de la CAF. Aussi, j'imagine qu'il y a d'autres façons de vous contacter pour les structures. Les structures, l'accueil téléphonique aussi? Oui, les structures peuvent répondre à ces demandes que font les familles. Elles sont déjà prêtes. Donc, aux familles maintenant de faire la démarche, de les contacter, de demander donc une simulation de ce qu'elles auront à régler à la structure directement et ensuite de voir si cela peut être en plusieurs fois, en 2 fois ou en 3 fois. L'essentiel, c'est comme la collègue le disait, payer avant que le séjour ne commence. Et donc, ce qui est important aussi de savoir pour les familles, c'est que quand elles ont bénéficié une fois, donc par exemple cette année, en 2025, ça ne sera pas l'année prochaine, mais ça sera l'année suivante. Parce que le droit aux vacances, c'est tous les 2 ans. D'accord. Donc, à partir du moment où elle remplit les critères d'éligibilité, donc dans 2 années, si elle est partie cette année, dans 2 ans, elle pourra partir à nouveau en famille. Cependant, si je pourrais ajouter, les familles ayant cette possibilité de partir en vacances en famille, pourra se cumuler également l'aide pour les enfants. Partir en colo ou partir en séjour de vacances. Donc l'aide est cumulable. L'aide est cumulable au départ en famille. Donc sur une même année, c'est possible. D'accord, donc ils peuvent avoir quand même plusieurs options possibles. Tout à fait, pour la famille et également pour les enfants. Donc vous parliez aussi d'autres aides. Donc il faut savoir que la Caisse d'allocation familiale a aussi, pour cette année 2025, accordé une dérogation pour l'aide au transport. Donc, les familles pourront effectivement obtenir une aide pour pouvoir se rendre sur le lieu de transport. Donc, c'est une aide qui est fixe, forfaitaire, et qui sera modulée en fonction de la distance du domicile jusqu'au lieu de séjour. Donc, il y a 2 montants. Ils ont vraiment tout à leur disposition. On essaie en tout cas de donner un maximum d'aide aux familles pour qu'effectivement elles puissent partir en vacances. Permettre au plus grand nombre de profiter. Voilà. Donc 2 montants, 40 € pour les familles qui auront un trajet compris entre 0 et 200 km et 100 € pour les familles qui auront un trajet compris entre 201 et 400 km. Pas du tout négligeable, parce qu'on a des familles qui ne sont pas véhiculées, qui peuvent se faire accompagner, et à ce moment-là, ça permet de payer un plein ou encore de pouvoir dédommager la personne qui va accompagner, ou encore pour soi-même de faire un plein pour partir en vacances. Et en ajoutant, si je peux ajouter, alors pour l'aide de transport, il n'y a pas de démarche à faire. L'aide de transport sera versée à la famille une fois qu'elle aura réglé le montant qu'elle doit payer à la structure. D'accord. Donc il y a quand même une démarche à faire, je pense. Oui, mais elle est automatique. C'est automatique. Voilà. Elle n'aura pas à faire de demande pour l'aide au transport. Cette aide lui sera versée une fois qu'elle aura réservé et réglé à la structure. Une fois que tout est validé, elle a... Voilà. Très bien. Il faut simplement noter que l'aide de transport est versée que pour les familles qui séjournent pendant la période estivale. Donc, on a bien précisé, les familles peuvent partir à Pâques, mais en tout cas, l'aide au transport, elle sera versée que pour les familles qui séjourneront pendant la période estivale, donc juillet-août. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Et donc, c'est un dispositif qui permet à toutes les familles
profiter de leurs vacances et d'avoir un meilleur équilibre familial. Merci mesdames. Merci on va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure. On va parler de véhicules adaptés. À tout de suite. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir dans un instant Monsieur Legvac, qui est avocat au barreau de Paris. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de votre rencontre d'hier et notamment de la Cour administrative d'appel de Paris qui a confirmé la responsabilité de l'État concernant le chlordécone. On revient dans un instant avec vous sur ce sujet. Retour rapide à l'actualité. On va parler de cette conférence débat qui a eu lieu sur la pensée créole dans le système managérial. Donc ce mercredi au centre Minasuta, une troisième conférence débat a eu lieu concernant l'intégration de la pensée créole dans le système managérial, une réflexion qui permet peut-être d'adapter les pratiques de gestion aux réalités culturelles et identitaires de notre société. On voit un reportage d'Olivier Félix. Effectivement, grâce à M. Nussier, il nous a parlé de notre passé, de notre histoire qui marque encore aujourd'hui notre management. Il nous a proposé des pistes pour sortir de ce modèle d'autorité vers un autre pour que nous soyons des managers dynamiques. Alors plusieurs choses. D'abord, l'idée du mentorat nous semble extrêmement importante. Il faut qu'on accompagne les personnes qui viennent d'être diplômées ou qui viennent d'arriver pour leur permettre d'éviter des écueils. Deuxième élément, il est nécessaire aussi qu'on mette en place des lieux d'échange avec ces personnes pour qu'il y ait des avis différents, qu'on les enrichisse, qu'on les soutienne, que l'on les aide. Et troisième idée, qu'on accepte l'idée que le management doit s'inscrire dans un territoire donné. Il n'y a pas de management universel. Il doit être adapté au territoire. Il y a des méthodes qui marchent, des méthodes qui ne marchent pas. Il faut apprendre à se faire confiance, il faut apprendre à entendre ce que dit l'autre, il faut apprendre à partager avec l'autre, même si on n'est pas d'accord. Et le but pour nous, c'est de sortir de l'affrontement, du conflit pour entrer dans une forme d'échange, dans un consensus sur lequel chacun va gagner, chacun va un peu perdre, mais au moins dans l'intérêt collectif. Et c'est ça qui est important. N'oublions jamais l'intérêt collectif. Sortons de l'intérêt, du petit intérêt individuel. Selon moi, il est difficile de manager de toute façon, peu importe le territoire. Et en Guadeloupe, c'est un challenge, mais comme le disait Erol Nussier, il faut se faire confiance pour que nous puissions réussir. Et je ne trouve pas particulièrement plus difficile ou ailleurs de manager en Guadeloupe. Nous sommes dans une société où le tutoiement vient facilement, mais cependant, le tutoiement se fait toujours avec respect. Et si on sait mettre les limites, le cadre, et on sort de cet engagement émotionnel, comme il a dit, en ayant une communication transparente, sans tabou, authentique, en étant soi-même de toute façon, il nous a permis aussi de voir d'autres pistes et de sortir et de ne pas vivre cette fonction trop difficile, même en étant un local. Il est important de faire des conférences comme ça pour qu'on puisse partager, qu'on puisse échanger, se rendre compte qu'on peut s'apporter des choses parce que chacun de nous a des compétences et des capacités et que c'est en les mettant ensemble qu'on arrive à s'enrichir pour mieux faire avancer le pays. C'est ce que j'adore, c'est cette possibilité d'échange courtois, d'échange dans le respect de l'autre, l'échange dans la différence, l'échange dans la richesse, parce que justement, c'est cette différence d'expérience, cette différence d'analyse qui nous rend plus riches, qui nous rend plus forts. Voilà donc une conférence débat qui ouvre un espace de réflexion, d'échange sur l'évolution de nos modèles de management, notamment en matière de leadership, afin de mieux intégrer nos valeurs propres culturelles. On va parler du lancement de la 14e semaine des mathématiques en Guadeloupe, qui se déroule entre maintenant le 10 et le 19 mars, sous le thème « Les maths hors les murs ». C'est un événement qui vise à offrir une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques en montrant leur présence et leur rôle dans notre quotidien. On voit un reportage d'Olivier Félix. Mais c'est toujours une année particulière dès lors qu'on fête les maths et nous y sommes évidemment particulièrement attentifs avec cette année une présence particulière qui est celle de l'inspecteur général M. Gauchard qui vient pour toute la semaine pour accompagner les équipes au-delà même de la question de la semaine des mathématiques.
Et nous avons également des personnes qui à la fois sont mises à l'honneur par des éloges, mais aussi qui vont pouvoir faire certaines deux conférences. Monsieur Delcroix, qui est aussi le directeur de l'INSPE, et Monsieur Grégoire, qui est enseignant de CPGE au lycée Bembridge. C'est effectivement un très bel honneur qui m'est fait aujourd'hui. C'est une reconnaissance de nombreuses années de travail et d'investissement au service de l'Académie, donc ça me fait très plaisir. J'ai envie de dire que ça va contre une partie de ma personnalité qui est pour la discrétion, voilà. Mais je suis très content malgré tout parce que cela fait 33 ans que je travaille en Guadeloupe, que je participe à la formation des enseignants de mathématiques dans ce territoire. Et je crois qu'il y en a très peu dans la salle qui ne sont pas passés par mes mains, si j'ose dire ainsi. Voilà. Donc c'est peut-être une forme de reconnaissance, en tout cas quelque chose qui me fait finalement bien plaisir. Je trouve que c'est une excellente initiative. Des personnes ont ce temps, ce courage, cette volonté de servir, des fois servir comme enseignant ou comme responsable, comme directeur de l'INSPE, mais aussi servir les mathématiques et en donner une image dynamique, en modifiant les représentations. Ils donnent beaucoup de temps, beaucoup de leur énergie, et je trouve que c'est vraiment une très très belle chose de les remercier, de les mettre en honneur dans cette cérémonie d'ouverture de la semaine des mathématiques. C'est évidemment un événement national que cette semaine de mathématiques est déclinée localement, et l'intérêt c'est de pouvoir mettre en lumière des mathématiciens d'ailleurs ou des mathématiciennes qui de valeur, parce qu'il est important que nos élèves puissent se projeter aussi dans un avenir et pouvoir s'identifier à certains mathématiciens. Il y a une enquête qui est lancée par le CNRS juste ces jours-ci, qui est destinée à sonder toute la population française sur l'image que l'on a des mathématiques, parce que comme vous le soulignez à juste titre, c'est une discipline qui a, disons, une image un peu controversée dans l'opinion publique. Quand je suis arrivé dans l'Académie de Guadeloupe, je suis arrivé en tant que formateur et j'ai beaucoup participé à la réconciliation des futurs professeurs des écoles avec les mathématiques. Et en fait, cette expérience m'a montré qu'on pouvait vraiment se réconcilier à partir du moment où on a un projet, à partir du moment où justement l'utilité des mathématiques a un sens pour nous. Donc aujourd'hui, on est dans une société qui est numérisée, où l'importance des mathématiques est cruciale. Et justement, à partir du moment où on va pouvoir lier son projet aux mathématiques, en fait, on va trouver tout l'intérêt de cette discipline. Voilà, une façon importante de découvrir les mathématiques et de les rendre plus attractives. On va parler maintenant avec Monsieur Leguevac, pardon. Leguevac, donc qui est avocat au barreau de Paris, de cette nouvelle décision donc, qui a été prise pour la Cour administrative d'appel, qui a confirmé la responsabilité donc, de l'État concernant le chlordécone. On se rappelle que c'est un polluant, voilà, grave, qui a été autorisé pour la culture de la banane aux Antilles pendant de nombreuses années, qui a eu des conséquences graves sanitaires sur notre population. Et donc, on va dire que cette décision qui confirme la responsabilité de l'État va avoir, on l'espère, une avancée, permettre une avancée et une reconnaissance des préjudices. Quelle serait la portée exacte justement de cette décision de la Cour d'appel ? Déjà, le chlordécone n'est pas un produit dangereux, c'est un produit mortel. Ça change tout. Cela veut dire que c'est un perturbateur endocrinien qui va avoir des effets sur la santé à moyen et long terme et qui peut même être transgénérationnel, c'est-à-dire se transférer aux enfants et aux petits-enfants. Ouais. Par l'épigénétique, exactement. Donc ce n'est pas anodin. Cette situation, malheureusement, a été connue de toutes les autorités et surtout des producteurs et des exploitants de ce produit depuis quasiment l'origine, et ils n'ont rien fait pour protéger les populations. C'est ce que vient de reconnaître la Cour administrative d'appel dans son arrêt, qui sanctionne donc l'État pour son comportement. C'est en cela une première grande victoire, et j'espère que nous aurons aussi une victoire pour un jour que soient sanctionnés les utilisateurs, les importateurs, les producteurs de ce produit dangereux et mortel qui ont pris en otage la vie des habitants des îles aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Ça, c'est le premier point, c'est le point positif, c'est une avancée. Ça veut dire que nous avons obtenu une jurisprudence qui pourra être utilisée par tout un chacun dans des procédures actuelles ou futures pour justement démontrer la faute de l'État.
Malheureusement, la Cour administrative d'appel a une vision plus restrictive de l'appréciation du préjudice. Elle applique la théorie de ce qu'on appelle la charge de la preuve, et elle dit c'est à la victime de prouver que le produit en question, le chlordécone, est à l'origine de la maladie ressentie. Cette preuve est souvent très difficile à faire, et pour le moment, nous n'avons que des éléments particulièrement probants pour le cancer de la prostate et pour quelques maladies comme les méliums et certains problèmes de grossesse pour les femmes. C'est très insuffisant parce qu'en réalité, ça consiste à dire que seuls les hommes ayant un cancer de la prostate peuvent être indemnisés et les femmes sont exclues. Donc, alors qu'il y a des conséquences gynécologiques certaines. Absolument certaines et évidentes pour les femmes et aussi pour les enfants. Par exemple, on a démontré, c'est les études Timoun qui ont permis de le démontrer, ça altère le développement intellectuel des enfants, ça les empêche de bien suivre à l'école, et donc cette situation aussi doit être indemnisée. La Cour d'appel n'a pas entendu tout cela, donc je pense que nous allons devoir aller devant le Conseil d'État, d'autant plus qu'il y a au-dessus de la Cour administrative d'appel de Paris, la Cour européenne des droits de l'homme, qui vient de rendre une décision très importante le 30 janvier 2025 en condamnant l'Italie. Parce que l'Italie n'avait pas protégé la santé de ses populations en raison des déchets que la mafia répandait dans la nature. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme dit c'est à l'État de démontrer que les déchets, la pollution, si vous préférez, qui est continue, qui est permanente et n'a pas de conséquences sur la santé des gens. Ce n'est plus aux populations de prouver que ça a eu une conséquence sur leur santé, c'est à l'État de prouver que ça a eu une conséquence sur la santé des populations. Et ça s'appelle une inversion de la charge de la preuve, et c'est quelque chose qui va faciliter considérablement l'indemnisation. C'est difficile de prouver déjà, je veux dire, factuellement, puisque c'est ce qui est attendu en fait. C'est d'autant plus difficile que vous n'avez pas d'études qui sont faites par exemple pour la santé des femmes, ou très peu. On a des études pour le cancer de la prostate remontent à 2009. Les études sur les cancers utérins ou du sein ont commencé mais n'ont pas encore abouti. Donc il y a 15 ans de retard sur les problèmes de santé féminin. C'est inacceptable. Et on parle aussi de préjudice moral, d'anxiété. Et cet argument, en fait, n'est pas forcément pris en compte, du coup. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que le préjudice moral d'anxiété. C'est la situation dans laquelle vous n'êtes pas encore malade, mais vous savez que vous avez été exposé à un produit dangereux ou mortel, comme le chlordécone, ou l'amiante. On a découvert au moment de l'amiante. Donc vous avez été exposé, vous l'avez dans le corps, ça va peut-être altérer votre santé, vous ne savez pas quand et comment. Donc c'est cette inquiétude, cette anxiété-là qu'il faut indemniser, et c'est là-dessus que la Cour d'appel a été particulièrement restrictive, puisque sur les 1300 demandeurs, ils n'ont indemnisé que 9 hommes et 2 femmes. C'est ridiculement petit par rapport à 1300. C'est la vision étriquée, mesquine de la Cour d'appel. Il y a, dans la démonstration qui est faite dans l'arrêt, il y a des choses qui sont très surprenantes. Ils ont par exemple refusé d'indemniser une dame qui avait démontré qu'elle avait du chlordécone dans des quantités très importantes. Mais pour autant, ils disent, comme elle ne peut plus avoir d'enfants, elle n'est plus en âge de procréer, elle n'a pas de préjudice. C'est un non-sens. C'est une vision, encore une fois, étriquée, et on peut se poser la question de savoir si la Cour d'appel n'a pas cherché à protéger les intérêts financiers de l'État. Oui, et à prolonger aussi les dossiers comme ça en lenteur pour avoir gain de cause quelque part, peut-être. Pour fatiguer, pour épuiser, pour que les gens renoncent. Mais je pense que les populations ont maintenant compris qu'il fallait être résistant, il fallait prendre le temps, et que l'union fait la force. Donc en étant regroupés comme on l'a été dans cette action collective conjointe qui a été lancée par l'association Vivre en 2019, eh bien on arrive comme ça à rivaliser avec l'État, et j'espère que bientôt on va pouvoir lancer une nouvelle procédure, cette fois contre les acteurs économiques privés qui s'en sont mis plein les poches et qui pour autant n'ont pas dépensé un seul centime pour indemniser les victimes. Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir élargir cette indemnisation à l'ensemble des plaignants ? C'est l'objectif de la procédure qu'on va faire devant le Conseil d'État. Donc, il vous parlait aussi de porter l'affaire à la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Mais comme je viens de vous l'expliquer, la Cour européenne des droits de l'homme est en avance dans la protection des populations. Parce que dans la Convention européenne des droits de l'homme, vous avez un article 2 qui est le droit à la vie. Et à partir de cet article 2, la Cour européenne considère que les États ont une obligation
d'agir pour protéger la vie des habitants. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont sanctionné l'Italie, et c'est comme ça que si les juridictions françaises ne nous donnent pas raison, nous irons porter la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est la prochaine étape juridique que vous... La prochaine étape, c'est le Conseil d'État, c'est-à-dire le juge de cassation en matière administrative, qui devra statuer sur la décision de la Cour administrative d'appel. D'accord. Et au-delà donc de cet aspect juridique, quelles conséquences cette décision pourra avoir sur les politiques publiques en matière de santé et d'environnement ? C'est une question qu'il faudrait poser à M. Valls qui vient vous voir, je pense, vendredi, demain. En effet, là, dans le cadre de la procédure judiciaire, on est dans ce qu'on appelle l'indemnisation. C'est-à-dire c'est individuel, c'est au cas par cas, c'est les personnes qui demandent. Mais les politiques publiques, c'est la réparation. C'est-à-dire que l'État s'honorerait de mettre en place une véritable politique protectrice des populations. Et je pense notamment à la question de l'eau. Je trouve complètement anormal qu'on dise aux résidents qui sont contaminés encore aujourd'hui par de l'eau avec du chlordécone, c'est à vous de payer les réparations et les changements du système de transport de l'eau. C'est complètement anormal parce que l'État est fautif et pour autant il vous fait payer l'addition. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait, sur laquelle il faudrait se révolter, il faudrait interpeller en tout cas le ministre pour qu'il comprenne que sur l'eau, l'État doit réparer les dégâts faits sur le territoire, quitte à mettre à contribution les intérêts privés qui ont quand même profité pendant toutes ces années de toute cette manne qui venait de l'utilisation du chlordécone. Tout à fait. Comment les victimes et les associations pourraient se mobiliser encore plus pour faire avancer tout ceci, ce combat en fait? Déjà, vous avez une association comme Vivre Guadeloupe, présidée par Jean-Marie Flower et dont Patricia Chanel-Rivaudet est la vice-présidente et la créatrice à l'origine, qui font un travail considérable d'éducation, de pédagogie, de formation. On a eu hier soir, par exemple, au Lamentin, à la médiathèque, une belle réunion où il y avait au moins une cinquantaine de personnes. Cette association est à l'origine de ce combat victorieux, donc, mais elle est un peu isolée. Donc il faudrait que les populations se réveillent et décident de se bouger, d'interpeller les politiques, qu'ils soient nationaux ou locaux, pour que cesse ce silence parfois assourdissant sur les profiteurs du chlordécone. D'accord. Un dernier message pour les Guadeloupéens qui attendent réparation, justice sur ce dossier? Il ne faut pas attendre, il faut se bouger. C'est-à-dire qu'il faut manifester sa volonté de voir que la justice triomphe ici comme dans l'Hexagone. Bon, merci en tout cas pour votre passage ici et on va espérer qu'il y ait une vraie avancée significative sur la reconnaissance de la responsabilité de l'État et vraiment une réparation à plusieurs niveaux. Voilà, merci en tout cas d'être venu pour parler de ce sujet. On va revenir sur la sensibilisation faite concernant les greffes d'organes. Donc une réunion a eu lieu concernant ce sujet qui permettait de lever le tabou, d'informer la population et encourager le dialogue autour des dons d'organes. On voit un reportage d'Olivier Félix qui nous parle de cette importance de l'engagement collectif pour sauver des vies. Nous recevons la directrice de l'Agence de la biomédecine qui évalue une procédure que nous souhaitons mettre en place pour réaliser des prélèvements d'organes supplémentaires pour pouvoir mieux greffer nos patients avec des reins qui seront prélevés dans des conditions différentes des conditions habituelles. En Guadeloupe, on ne greffe que des reins. Donc c'est déjà très important parce que de toute façon en France c'est la greffe la plus importante, plus de 60% des greffes d'organes en France ce sont des greffes de reins, c'est là où il y a le plus de besoins et le plus d'attentes, donc c'est très, ça veut dire que si vous avez besoin d'une greffe de foie ou une greffe de cœur, il faut venir dans l'Hexagone, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent que le besoin de la greffe de rein, donc c'est très utile que la greffe de rein puisse se faire en Guadeloupe et ça se fait pour toute la région Antilles-Guyane. Les patients sont totalement pris en charge par le CHU de la Guadeloupe pour une greffe de rein. Donc nous réalisons les bilans en vue de l'inscription et nous validons les inscriptions sur la liste d'attente. Nous réalisons les greffes rénales au sein de notre hôpital et nous suivons les patients après la greffe au sein aussi du CHU de Guadeloupe. Alors évidemment, j'encourage toutes les familles guadeloupéennes à avoir des discussions sur ce sujet
pour pouvoir exprimer leur volonté. Voilà. Et que chacun dans la famille connaisse la volonté des autres. C'est bien sûr une conversation difficile à avoir. On n'a pas forcément toujours ce sujet qu'on a envie de débattre dans une famille, mais ça permet, quand on connaît la volonté des autres membres de la famille, ça permet de mieux accepter le don. Et on a besoin de ce don, puisque la maladie rénale chronique qui emmène à la dialyse, à la perte des reins, est extrêmement fréquente dans notre territoire. Nous réalisons entre 30 et 60 greffes par an, ce qui reste quand même insuffisant par rapport à notre liste d'attente, où nous avons à peu près 250 patients en attente sur notre liste. Mais ce sont 30 patients qui ont une espérance de vie qui augmente après la transplantation, 30 patients qui ne sont plus dialysés, 30 patients qui ont une vie de famille normale. Trop souvent, en Guadeloupe, les gens arrivent en dialyse dans des situations un peu dramatiques en urgence, et donc c'est un moins bon pronostic. Donc plus on prend tôt la maladie, plus on le sait avant, meilleure est la prise en charge après pour les patients. Donc vraiment, c'est allez vous faire suivre, parlez-en avec votre médecin. La maladie rénale chronique est une maladie fréquente en Guadeloupe, donc il faut vraiment y travailler tous ensemble. Voilà, donc le don d'organes qui repose vraiment sur un acte de solidarité, c'est important de sensibiliser et d'informer la population sur les démarches pour faire évoluer les mentalités. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Winnie Kaona. Elle nous parlera des trophées de la Biguine Munderivel, donc qui aura lieu vendredi, donc demain, 14 mars. On fait la pause et on revient. Nous voilà de retour sur le plateau du ZSL pour la troisième partie. On va recevoir une artiste incroyable, Winnie Kaona, donc autrice, compositrice, interprète. Bienvenue. Bienvenue et ravie d'être entre femmes. Ah, ravie aussi. Donc, on va parler musique traditionnelle guadeloupéenne qui est à l'honneur vraiment avec les trophées de la Biguine Munderivel, donc un événement qui célèbre l'héritage culturel et cette icône aussi. Donc, voilà, on va parler de ça avec cette volonté de moderniser, de faire rayonner la Biguine pour les nouvelles générations, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à partir des nouvelles générations. Est-ce qu'ils connaissent vraiment la Biguine? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, la mission de Winnie Kaona, c'est de faire rayonner. C'était ça. C'est une mission qui dure depuis quelques années. Il faut dire qu'en 2018, c'était la commémoration du centenaire de la naissance de Cécile Jean-Louis Baguiou à l'Ascension de Rivelle. Et une série d'actions que j'avais décidé de mettre à jour, de mettre en lumière, dont justement la sauvegarde de la Biguine et de créer un concours scolaire qui s'appellerait les trophées de la Biguine Munderivel. Et ma satisfaction aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est que nous allons fêter la 7e édition. Donc ça dure déjà depuis 8 ans, créé depuis 8 ans, mais on fait la 7e édition, étant donné que nous avons tous perdu une année, n'est-ce pas? On y revient toujours. On y revient toujours. Et donc la 7e édition qui va avoir lieu donc demain. Et je me suis dit que le parcours était difficile, certes, mais ce qui me réjouit, c'est que elle n'est pas morte, la Biguine. Non. Elle est endormie. Il faut de temps en temps titiller et faire un petit peu comme le phénix pour qu'elle puisse renaître de ses cendres. Donc, j'imagine qu'un événement comme ça, c'est permettre de faire rayonner à nouveau la Biguine. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs sur ce trophée, enfin les trophées? Alors, attends, je vais te dire. Je vais te dire. Simplement, c'est que c'est cette édition. Qui c'est qui a participé à cette édition? Justement, ce sont des écoles. D'accord. Et oui, ce sont des écoles. Et moi, je suis ravie du fait que pendant ces 7 années, puisque demain, ça va faire 7 ans de pratique, les écoles, établissements, nous avons des lycées, des collèges, des primaires, nous avons des associations d'aînés, nous avons des lauréats qui viennent en individuel, nous avons tout ça. Et pendant toutes ces années, nous avons pu fêter à la même date, c'est-à-dire au mois de mars,
toujours les trophées de la Begin Monde de Rivelle. Et pour cette dernière, qui sera pour moi, n'ayez pas peur. Hein, pas dernière quand même. Alors, c'est la dernière version, parce que tout bit, il faut changer soulier là. Alors, on change de formule. Et pour terminer cette belle époque, aventure de 7 ans, moi, j'ai prévu, est-ce qu'il peut regarder? Oui. On va remettre à tous ceux qui ont permis que nous en arrivons jusque-là, alors, un diplôme. Voilà, trophée de la Begin, Monde de Rivelle. Et puis, la photo de tous les gagnants des 6 années, de tous les lauréats. Voilà, en souvenir. Et puis, bien sûr, un petit trophée, la clé de sol, pour se souvenir de Monde de Rivelle, de la musique, etc. Donc, c'est ça. Il faut dire que cette année, maintenant, nous avons 13 inscriptions. Qui dit inscription ne dit pas 13 personnes. Oui. Ça dit un certain nombre. Alors, un total de 150. Oui, parce que nous avons notamment une classe, le lycée Félix Eboué, le collège Félix Eboué de Petit-Bourg, 36 sur scène. Waouh. Tout un orchestre, uniquement des jeunes. Donc, en fait, la sélection, c'était comment? La sélection se fait. Alors, je suis, après avoir débuté durant 3 ans, le rectorat m'a proposé de s'allier. Et donc, avec M. Carlos Cruz du service direction des affaires culturelles de l'Académie, eh bien, on fait, chaque année, on est ensemble. Moi, je m'occupe de tout ce qui est parti, de toutes les associations. Lui, il s'occupe d'envoyer les convocations, les fiches d'inscription aux établissements de l'Académie. Voilà. D'accord. Donc, ça s'est bien passé jusque-là. Nous sommes fiers et comme je vous dis, oui. J'allais poser la question, mais bon, là, j'attendais la suite. Les critères, du coup, pour attribuer... Alors, il y a 3 catégories. Les distinctions, voilà. Il y a 3 catégories. La catégorie chant, la catégorie danse et la catégorie instrument. D'accord. Voilà. Et je peux vous dire que nous avons eu toujours de brillants lauréats chaque fois. Donc, alors, les trophées, c'est quelque chose d'énorme. Il y avait la statue de Monde de Rivelle, un beau trophée comme ça, qui est pour le chant. Nous avons pour l'instrument, c'est une guitare avec le nom de Monde de Rivelle, qui avait été réalisé par le nom m'échappe, qu'il me pardonne, un sculpteur de chez nous. Et puis l'autre, c'est un chœur avec un couple de danseurs. Donc, c'est pour la danse. Et chaque année, nous remettons en jeu. Alors, tu gagnes cette année, mais pendant 1 an, tu gardes ça pour te remémorer qu'est-ce que c'est que la Begin, pourquoi tu as ce trophée, pour que ça ne prenne pas de la poussière. Et c'est ramené là. C'est remis en jeu, tu participes de nouveau ou pas, mais tu ramènes le trophée pour qu'il puisse aller en d'autres mains. Voilà, c'est une vraie transmission. Voilà, et ça dure depuis 7 ans. Voilà. Donc, j'imagine que ça a vraiment un impact, ces récompenses, sur le fait de faire rayonner la Begin. Qu'est-ce qui se passe après ces cérémonies pour les lauréats? Alors, après ces cérémonies, chacun travaille, chacun garde dans son cœur l'esprit Begin. Et puis, moi, je vous dis une chose, c'est que j'entends, il y a des enfants qui font des petites scénettes à partir de la Begin. Il y a des ateliers Begin qui s'animent. Moi, de mon côté, je m'arrête pas là, je fais des conférences, je fais des expositions. Donc tout ceci pour raviver tout ce qui est autour de la Begin pour qu'elle demeure essentiellement. Qu'elle demeure, mais aussi peut-être qu'elle s'élargisse. On se rappelle que vous avez annoncé avec Monsieur Sadi que vous vouliez justement faire rayonner Je voulais. Ah, mais quand on le fait, hein. Non, c'est pas moi qui veux pas, hein, c'est que c'est eux qui pas pris. Ils pas pris, c'est qu'on sort. Si putain là pas bon, il pas apprend, hein. Donc alors. On laisse chacun dans son domaine. D'accord. Mais est-ce qu'on peut créer un peu des ponts? Mais oui, parce qu'on avait une idée de créer le Dancehall Begin Festival. Il y a, en 2018, à l'issue de l'année Monde de Rivelle, j'ai reçu tous ceux qui font du dancehall aujourd'hui, qui ont fait leur chemin. Ils ont leur modèle, ils ont fait. Mais je les ai tous reçus individuellement, chez moi en plus, pour leur proposer. Ils ont trouvé l'idée super. Et après, comme des rats qui quittent un navire, ils sont tous partis. D'accord, ok. Tu peux rire, hein? Mais c'est vrai, chacun fait son truc, mais la Begin est toujours là. Du coup, comment on pourrait faire pour que la Begin puisse vraiment trouver sa place, qu'elle rayonne de façon forte sur la scène, on va dire, locale? Alors, je vais te dire, et internationale. Alors, pour élargir, comme nous y arrivons, quand j'ai dit que c'était la dernière fois que nous faisions sur le concours scolaire, maintenant, nous allons annoncer,
Guadeloupe Begin Festival. Enfin. Enfin. Mais ça ne sera pas un festival comme tous les festivals. Bon, on est obligé d'utiliser ce mot-là, j'en ai pas trouvé d'autres. Guadeloupe Begin Festival, qui consistera en quoi? Tout simplement, comment? Quand nous avons gagné la première édition, c'était l'école Yves Le Borgne de Sainte-Anne, en lionnage avec le collège des Corbins de Douville-Sainte-Anne, qui avait gagné le premier prix de la première édition. Tiens bien. Ensuite, Moune de Rivelle, Sainte-Anne. Elle est arrivée là à l'âge de 6 ans, mais c'est la commune de son père. Son père est enterré d'ailleurs à Sainte-Anne. Premier truc, je vais changer les choses. Et où est-ce que j'irai chercher un candidat? Je vais proposer à qui? À la ville de Sainte-Anne. Bien sûr. J'en ai parlé au responsable du service culturel. J'ai à peine dit quelques mots, j'ai un peu décrit. Il m'a dit, Winnie, ça m'intéresse. Et je trouve que non seulement que ça l'intéresse, mais c'est presque un devoir de le faire, puisque tout part de Sainte-Anne et Moune est de Sainte-Anne. Tout à fait. C'est extraordinaire. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, ça sera tout à fait différent. Moi, je voudrais qu'il y ait, par exemple, Sainte-Anne est élue en 2026, au mois de mars, je ne sais pas quand. Mais quand on arrive à Sainte-Anne, tout côté au passé, que ça soit dans une pharmacie, que ça soit dans une école, que ça soit... Vous entendez de la Begin. Dans les hôtels, dans les EHPAD, partout, il y a un petit air de Begin. Et maintenant, ce sera à eux de décider du jour et de la façon qu'ils vont faire la grande fête, comme ils font le festival Goka. Il y a le rassemblement général, eh bien, nous qui fait même pitin. Mais ça, ce ne sera pas moi qui vais tout décider. Ça sera en accord avec, bien sûr, la municipalité de Sainte-Anne. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, à partir de ça, alors cette année, ce sera ta commune. Et l'année prochaine, c'était après Marie-Galante qui avait gagné la deuxième. Et c'est comme ça, bon, itinérant comme ça. S'ils veulent, tant mieux. Sinon, on passera à l'autre. Mais je pense que quand ils vont voir ce qui va se passer à Sainte-Anne, ils vont sûrement se dire que, bien sûr, il ne faut pas nous oublier l'année prochaine. Donc, tu parlais, et c'est la meilleure façon d'élargir la Begin et de faire en sorte que la Begin ne soit pas un 20 mots. Ah, moi, j'aime la Begin. Et au caillon côté, au caton cadence, pas. Je n'ai rien contre les autres musiques. Tu vas à un mariage, tu entends ça. Il faut supplier pour avoir une Begin. Non, arrêtez de dire que vous l'aimez en bouche, mais vous ne l'aimez pas dans mon cœur, dans votre cœur. Et moi, je suis l'âme de la Begin, et j'ai tellement souhaité que tout le monde, ça, c'est notre culture à nous, c'est en nous, ça. On ne peut pas tromper. Il n'y a pas que le Goka. Le Goka, oui, mais Begin là. Alors moi, je veux qu'aujourd'hui, qu'à partir de l'année prochaine, que le Goka demande la main à la Begin ou que la Begin va épouser M. Goka à Sainte-Anne. C'est pas beau le mariage? Tout à fait, magnifique. Voilà. Alors, comment réagissent justement on parle d'école, comment réagissent la jeune génération par rapport à la Begin actuellement? C'est quoi Comment ils réagissent? Comme tu le disais tout à l'heure, ils aiment. Et d'ailleurs, je t'invite à venir demain. Tu verras. Ton jugement, tu le porteras toi-même. Ils sont là, ils dansent. Des tout petits, on a fait danser, et je remercie les maîtresses, qui font un travail remarquable, parce que je peux dire, et quand les enfants sont sur la scène pour faire leurs prestations, parce qu'ils ne sont pas les seuls, il n'y a pas qu'à les sortir. Ils sont là, ils aiment la Begin. Et ça, c'est une éducation. Chacun devrait essayer d'apporter à la maison, chanter des chansons, une petite Begin. C'est quoi, maman, tu chantes? Eh bien, c'est une Begin que j'ai entendue il y a longtemps. Est-ce que les gens connaissent encore? Alors justement, pour que les parents puissent apprendre à leurs enfants, et c'est pour cette raison que moi je me suis substituée aux parents pendant toutes ces années, je n'ai pas fini, parce que c'est un truc que je traîne depuis des années, eh bien je peux dire que ce serait la même chose. Et c'est ce que je fais. Et en animant des ateliers théâtre, en faisant des expositions, où les écoles emmènent les enfants, parce que j'ai connu tout ça. J'ai fait tout ça, je ne vais pas vous prendre votre temps parce que Niolo papier là, mais ça veut dire la preuve. On a le temps aujourd'hui. Merci, c'est bien d'être seul. Hein. Oui, toutes les deux là, comme ça, c'est bien. Voilà. On peut même chanter. Peut-être, on va parler d'autres choses, mais là, c'est bien. Alors, la Begin, alors déjà, je t'invite demain. Oui. Tu verras. Et ça va être très beau parce qu'on va lancer on va lancer comment tu appelles ça? Je viens de te dire, le festival, le Guadeloupe Begin Festival. On l'annonce parce qu'on va annoncer demain. Non, c'est fini cette formule, on ne va pas vous envoyer des fiches encore. C'est différent. Et moi, j'aurais peut-être aussi, mais je ne le dis pas, j'aurais une autre forme de participation à faire pour aller, moi, me déplacer et emmener, prendre et faire quelque chose de grand. Moi, tu sais que je m'en vais. La route, elle est presque finie pour moi. À tout point de vue. Et là, je dis une chose, c'est qu'il faut que les choses continuent. Et on appelle ça quoi? Transmission. Alors, la transmission, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, si je suis là, c'est pas pour faire bébelle, hein. J'ai eu des sacrifices.
Eh bien, là, aujourd'hui, voilà. Et puisque tu me demandes encore quoi, je vais juste un petit mot. J'espère qu'on va me recevoir la semaine prochaine, c'est programmé, pour quelque chose d'autre. Parce que qu'est-ce que tu me diras que tu as fait de tout ça, Winnie? Eh bien, moi, j'ai fait un bilan. Et ce bilan, comme quand tu as une entreprise, tu fermes, eh bien, tu fais un bilan chaque année. Eh bien, moi, j'ai fait un bilan qui s'appelle « Tranche de vie sur pas de begin ». Et là, dans ce bilan, je raconte tout ce que j'ai fait avec cet héritage que j'ai reçu sans avoir demandé. Ça m'est tombé sur les épaules. Un certain jour, au Centre des Arts, le 19 novembre 1994, je lègue mon flambeau de chanson à Winnie Kaona. On dit, bon Dieu, qu'à arriver moi. Et tout le monde dit en salle là, est-ce que peut Kembe ça? Eh bien, bon, des autres ni 30 ans qu'à Kembe. Et 30 ans dans le livre, là, je vous ai montré que je ne me suis pas amusée. J'ai transmis, j'ai écrit des livres, 15 livres, dont 5 sur la begin. J'ai fait des choses. Et là, c'est ce que je vais dire aux gens. Non, Winnie, c'est pas non. Winnie, c'est pas begin seulement. Winnie, c'est transmission. Et Winnie a beaucoup travaillé pour répondre parfaitement à ta question. Qu'est-ce que ça fera pour les jeunes? Qu'est-ce que ça... Eh bien là, ils auront des livres. Et c'est peut-être tout ça qui va leur donner l'envie, les stimuler pour pouvoir... Tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, continuer le travail. Mais oui, parce que nous capati, nous, transmission. Voilà. Moi, je suis bien contente. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites notes pour terminer sur... Alors, tu sais que je peut-être la chanson qui me vient comme ça, toujours parce que mon anecdote commence comme ça. Moi, quand j'avais 35 ans, voilà, j'avais vu Mundo Rivel qui était venu en Guadeloupe et je n'avais pas pu aller l'embrasser. Eh bien, je suis allée chez elle à son domicile à Paris et quand j'arrive, elle me dit qu'elle ne donne pas ses chansons à n'importe qui. Ah, bon, d'accord. Alors, on sortit Guadeloupe, arrivé là, et c'est commence à me dire, je ne sais plus. Alors, bon, vous vous appelez comment? Je dis, oui, je m'appelle André. Elle me dit, bon, vous chantez quoi? Je dis, Jody, ces jeunes gens-là. Elle me dit, vous vous appelez comment? C'est bien André? Je dis, oui, madame. Eh bien, ça ne s'appelle pas Jody, ces jeunes gens-là. Et ce n'est pas une de mes compositions, c'est une composition d'Alierva, et qui se nomme C'est au même qu'il en... Mets-toi à ma position. Eh bien, j'ai senti que mon anus est descendu. Liquéfié. Eh bien oui, et puis, mais c'est une femme qui avait du cœur. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle se lève, elle se met au piano et elle commence à faire des notes. Elle me demande, votre tonalité? Mais dans l'état dans lequel j'étais, je ne sais même plus ce que ça veut dire tonalité. Et alors elle dit, elle sait, professeur de musique et tout, et elle prend les notes. Jodi, ces jeunes gens lâchés, yo pas savent mais, pas même mon petit beau, un petit geste, un petit caresse. Indifférent, yo peut pas seulement apprécier sentiment ou péni pour yo cher. Pour moi, doudou, c'est eux même qui l'amour, ni longtemps moins envie dire, ça cœur en moins qu'à chanter. Je suis pas allée plus loin. La dame bondit de son tabouret, elle me serre dans ses bras. Enfin, quelqu'un de ta génération, quelqu'un de mon pays, quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais, après ma mort, toutes mes chansons vivront à travers toi. Demande-moi tout ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, c'est là que la relation filiale a commencé à Paris dans sa maison. Et c'est après que moi, je la fais venir en Guadeloupe et que je crée le concert rencontre de la chanson créole d'hier et d'aujourd'hui et qu'elle a déposé sur mes frêles épaules. Je lègue mon flambeau de chanson à Winnie Kaona. Alors, tu sais quelque chose? J'en profite de l'antenne pour le dire. Toutes ces personnes qui disent encore aujourd'hui, ils inventent ça, ils mentent. En pas menti. En pas menti même. Et la plus belle preuve, c'est qu'il fallait tenir ça, seul, sans impresario, sans manager, sans personne qui vous invite et qui vous conforte dans cette mission de begin, n'est-ce pas? Eh bien oui, begin, nous cailladons d'autre côté. Mais la begin, eh bien Doudou, moi je pourrais me décorer moi-même. J'ai pas besoin de décoration. Hein. Je reçois toute seule parce que je peux dire ce que j'ai fait pour en arriver là. Et je m'en irai. Et j'ai laissé des traces, j'ai laissé des preuves. Et voilà. Et j'invite tout le monde, d'ailleurs, on va revenir la semaine prochaine, je veux bien. Mais déjà, ce serait important que réservé jeudi 20, je ne vous dis pas davantage. Je viendrai vous en dire davantage. Bon, en tout cas, déjà, le rendez-vous est pris pour demain. Donc, est-ce qu'on peut avoir juste... c'est Félix Proto, c'est ça? Félix Proto, c'est bien, 18h. À 18h. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui m'appellent. Alors, vous savez, nous avons déjà... C'est une petite salle. 200... Un peu moins de 300, ouais. Moins de... Voilà. OK. C'est d'abord, nous avons 180 total accompagnateurs des candidats.
Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ah ben, alors, si c'est déjà plein, là, parce que... Oui, si d'aventure, c'est pour cette raison que je n'ai pas fait trop de publicité non plus, parce que c'est pour nous. Mais sachez une chose, qu'il y aura une captation et je ne vous en dis pas davantage. Voilà. Bon, ben, la suite à venir. En tout cas, belle continuation pour le travail. Hein, vraiment. Oui, je suis très contente. Ouais. Et continuer à nous faire vibrer, à inspirer les nouvelles générations. Il faut. Mais même toi qui fais ta danse et tout ça, est-ce qu'on fait danse dans Bitin, Guimirin, là, comme ça? Danse orientale, on va faire ça dans le festival Guadeloupe orientale. Oui, on fait ça? Trêve de mais carrément. Oui, regardez, comment elle s'appelle Carole Venutolo, comment elle introduit les choses, les tambours, les trucs. Mais toi, c'est joli. Mais la biguine aussi, parce que si tu me fais faire ça, ça peut être très joli. Hein. Mais on va travailler pour ça. Non, mais ça, c'est Winnie, c'est moi. Je suis, bah oui, avec plaisir. Je suis naturelle, voilà. Donc, ceci dit, donc rendez-vous demain. Et toi, je te remercie de m'avoir reçu. Oui. Finalement, c'était mieux comme ça, toutes les deux. Voilà. Voilà, c'était mieux comme ça. Merci beaucoup, Winnie. Et puis, merci pour tout ce parcours. Et rendez-vous demain, donc, à 18h, salle Félix Proto. Pour quelques personnes qui veulent. Oui, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place, mais ce n'est pas grave, venir encourager les gens. Mais c'est vrai, ça fait une promenade. Et je vais mettre une petite exposition à l'entrée de nos ambassadeurs. C'est ça, la biguine n'est pas que de la danse. La biguine n'est pas que de la danse, il y a plein de choses autour. Merci, mademoiselle, et puis bon courage. Merci et puis tenez bon, c'est pas facile, toujours. Oui, mais tenez bon. Voilà, je suis ravie, je remercie tout le monde et je salue. Vous me manquez un petit peu, hein. Voilà. Donc, je salue tout le monde. La porte est ouverte. Tout le monde. La porte est ouverte. À très bientôt. Merci beaucoup. On va conclure notre émission aujourd'hui, faire un petit retour sur les invités que nous avons reçus. Donc, il était question du lancement de la campagne Vacances 2025, donc avec l'aide Vacances aux familles, avec Nadia Salced et Agnès Voussemer. Elles nous ont parlé des différentes démarches et surtout d'aller sur le site de caf.fr pour pouvoir faire vos démarches et faire vos réservations pour les vacances. Avec monsieur Christophe Leguevac, donc avocat au barreau de Paris. Il a abordé donc cette thématique de la chlordécone et notamment sur la Cour d'appel de Paris qui a pu confirmer la responsabilité de l'État concernant l'indemnisation et la réparation qui devrait se faire pour les victimes. Nous n'avons pas reçu ces personnes, donc madame Peggy Lafarge et Agnès Vasseur. Je pense qu'elles reviendront pour parler du véhicule adapté pour Michel. Et on vient de conclure avec Winnie Kaona pour les trophées de la biguine de Moon de Rivel. Donc rendez-vous demain à la salle Félix Proto, 18h. Courez parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, vraiment. Au niveau de l'actualité, on a évoqué cette réunion de quartier sur Sainte-Anne, une façon d'échanger avec les habitants et la ville et pouvoir avoir des points sur les projets qui sont en cours. On a parlé aussi de cette conférence sur la pensée créole dans le système managérial pour pouvoir adapter justement nos discours à notre valeur culturelle, une façon de faire un leadership plus proche de notre culture. Il était aussi question du lancement de la 14e semaine des mathématiques et on a aussi parlé de la sensibilisation de la greffe d'organes, une façon de sauver des vies, permettre l'évolution des mentalités autour du don d'organes. Voilà pour aujourd'hui. À la technique, c'était Jordan et on se retrouve demain dans le ZCL. Surtout, n'oubliez pas le rendez-vous pour le podcast Her Power Talks. C'est à partir d'aujourd'hui, premier épisode qui sort sur YouTube, un podcast que je co-anime avec Sarah Aude Salbo et Yasmina Harissik. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires pour ce premier épisode qui sort aujourd'hui. Voilà, pour nous, c'est fini. On se retrouve demain.